Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette invitation, monsieur le journaliste. Mais je vais être honnête avec vous-même, avec moi-même. Je dois rectifier une chose. Je n'ai pas été voir les différents ministres de tutelle concernant ce terrain-là. Mais j'ai eu appelé quand même les ministres. J'ai discuté avec eux et ils m'ont donné leur façon de voir les choses. Il faut d'abord dire que j'ai des collègues à moi qui ont été rencontrer les différents ministres et je les remercie pour ce déplacement qui était aussi important pour éclaircir un peu nos amis électeurs de Lubumbashi. C'est vrai que nous travaillons en équipe, mais des fois on ne pense pas de la même façon. Mais je crois que les 3 ou 4 députés qui ont été là-bas dernièrement sont rentrés avec certaines résolutions qui vont donner à nos électeurs à Lubumbashi. Ils avaient les documents avec eux, avec quelques explications. Nous devons aussi reconnaître une chose, c'est qu'il y a plusieurs correspondances qui ont circulé dans ce domaine et par rapport à la situation de ce terrain. Mais si nous devons aller dans la jeunesse, rappelez-vous que c'est un terrain qui est du domaine public, parce que appartenant à l'hôtel Caravia, et l'hôtel Caravia est un bien de l'État, tout le monde le sait. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où à l'époque ça avait été loti, le lotissement avait commencé, mais ensuite ça a été arrêté. Pourquoi? Parce que l'État congolais a trouvé mieux que cet espace reste comme espace vert pour l'hôtel Caravia. Le jour où l'hôtel Caravia va se développer, peut-être qu'il en aura besoin, n'est-ce pas? Et parce qu'à l'époque, déjà dans les années 70, rappelez-vous que le Congo était, le Zaïre à l'époque, était en train de recevoir plusieurs sociétés étrangères, surtout minières, parce que nous étions premiers en cuivre et dans certains produits miniers. Donc on s'attendait à ce que cet endroit puisse être développé, non seulement comme espace vert, mais comme aussi un lieu où on pouvait ajouter certains hôtels appartenant à l'hôtel Caravia. Donc le lotissement avait été arrêté. Rappelez-vous qu'à un certain moment, il y a eu des Chinois qui ont une coopérative chinoise, je crois agricole, qui s'était installée et qui a eu à planter des choux. Encore une fois, c'était avec l'autorisation de l'État, mais c'était juste pour permettre à ce que cet endroit-là soit utilisé, mais ça n'a jamais été vendu. Aujourd'hui, nous sommes surpris d'apprendre que le lieu va être cédé à une société indienne. Malheureusement, à travers les correspondances, on apprend que c'est en compensation avec 2 terrains que la même société indienne devait récupérer. Et les 2 terrains, comme vous le savez très bien, il s'agit d'un terrain sur la route en allant vers l'aéroport avant le pont, à votre droite, où a été érigé dernièrement à l'époque gouverneur Kazembe. Oui, il avait un projet qu'il avait déjà commencé, genre de gare routière, qui devait accueillir certains tracts et bus. C'était une très bonne idée. Ce qui fait que la compensation commençait déjà avec ce terrain, parce que ce terrain, on l'avait déjà donné à la société indienne. Mais maintenant, il faut se poser la question de savoir quel document avait cette société indienne pour récupérer ce terrain-là. Quel a été ce document qui lui permet d'aller dans une compensation? Est-ce que avait-il un registre, enfin un certificat d'enregistrement? Il faut se poser ces questions-là. Ou est-ce qu'il avait fait une mise en valeur? Parce que s'il n'avait pas de certificat d'enregistrement, en ce moment-là, je crois qu'il est dans l'illégalité. Et le conservateur qui lui a permis d'avoir son certificat doit être poursuivi en pénal. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. De la même façon avec le terrain qu'il était en train de réclamer derrière le bâtiment du 30 juin. La même chose. Est-ce qu'il y a eu une mise en valeur? Est-ce qu'il y a eu un document légal? Aucune mise en valeur a été faite. Donc ça signifie qu'il avait un document de location. Donc, logiquement, le conservateur qui lui a remis un certificat d'enregistrement a commis une grosse erreur. Et je crois qu'il doit être poursuivi. Alors, si les 2 terrains doivent amener à une situation de compensation, comprenez que devant la loi foncière, ils sont pratiquement dans l'erreur. Là, je dirais qu'on est en train de forcer les choses. Monsieur le journaliste, je crois qu'avant de parler de terrain,
il faut d'abord reconstituer les documents et les faits. Les reconstituer. Est-ce qu'il a un document, un certificat d'enregistrement, un titre de propriété qui lui permet d'être propriétaire d'abord des terrains qu'il est en train de réclamer, en compensation avec celui de l'hôtel Caravia? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut commencer par là. Est-ce qu'il avait fait une mise en valeur pour avoir un certificat d'enregistrement? Je doute fort. Mais il a un certificat d'enregistrement avec lui, alors qu'il n'était que locataire sur ce terrain-là. Et de deux côtés. Donc même derrière le bâtiment du 30 juin, la même chose. Aucune mise en valeur n'a été faite, donc il n'y a aucun document qui justifie qu'il est propriétaire pour qu'il aille en compensation avec le terrain de l'hôtel Caravia. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Qui est un terrain à 100% du domaine public. Donc, quelque part, la loi n'a pas été respectée. Et je pense que c'est pourquoi j'ai dit, il est important qu'on revoie cette situation. Et, évidemment, la justice étant au-dessus de tout, on doit voir comment interpeller le conservateur qui a permis à cet Indien d'avoir un certificat d'enregistrement sur les deux terrains pour lesquels il demande une compensation avec l'hôtel Caravia. Oui, monsieur le journaliste, je crois qu'il y a ce que moi j'appelle un jeu de ping-pong entre les deux. Je crois que, selon moi, le central a déjà compris l'erreur du provincial. Il y a certaines choses qui sont cachées en dessous de la table. Et c'est pourquoi je dis qu'il est important que la justice puisse interpeller le conservateur. Parce que c'est de là que tout doit commencer. Au moment où le conservateur sera interpellé, au moment où le responsable de la société chinoise aussi sera interpellé, en ce moment-là, vous allez voir que les deux représentants des différents ministères, donc central comme provincial, vous allez apprendre certaines choses. Et d'ailleurs, je pense que lorsque vous allez aussi entendre les différents députés qui ont été là-bas, ils vont donner je dirais leurs différentes options par rapport à la situation. Et ça va nous aider, nous tous, à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont dans l'erreur sans le savoir, mais il y a des gens qui sont réellement dans l'erreur expressement, sachant qu'ils sont en train de commettre une erreur pour aider cette firme chinoise. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai toujours dit que le Katanga, c'est tout un esprit. Le Katanga, nous pouvons le diviser de manière administrative, politique, mais le Katanga reste un grand esprit. Il y a l'unité dans le Katanga. Lorsqu'un Katangais parle du Katanga, il oublie de dire que je suis de Lualaba, ou de Olomami, ou du Haut-Katanga, ou encore de Tanganyika. Un Katangais, quand il parle du Katanga, il dit je suis Katangais malgré le découpage. Et je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager, c'est vrai. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Pourquoi? Parce que même dans nos familles, nous avions eu des problèmes avec nos frères, n'est-ce pas? On peut avoir des problèmes avec les oncles, les tantes, les grands-parents, mais il y a toujours un comité pour venir réconcilier les gens dans une famille. Et le Katanga, aujourd'hui, je le considère comme une famille. Mais sauf qu'il est important que lorsque nous amenons des personnes à se réconcilier, il faut que ce soit des réconciliations sincères. Et la réconciliation est souvent très sincère lorsqu'elle n'est pas politique. Les réconciliations politiques sont des réconciliations d'intérêt. Alors, si nos amis, on peut les aider à se réconcilier d'abord en tant que des Katangais, ayant le sang katangais, et qui doivent s'entendre, c'est la première des choses qu'il faut faire. En ce moment-là, si chacun d'entre eux a son côté politique qu'il a choisi, leur respect reste. Nous avons des amis du FCC, nous avons des amis du MLC, nous avons des amis de la MOUCA. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires politiques. Alors, il faut chercher à savoir où est-ce qu'on va dans cette réconciliation. Si la réconciliation, c'est pour des intérêts politiques, qu'on nous dise que c'est pour des intérêts politiques. Vous savez, nous avions eu à réconcilier, enfin pas moi, mais j'ai vu les aînés réconcilier mon grand frère Moïse Katumbi et mon grand frère Jean-Claude Mouyambo. C'était magnifique, extraordinaire. Qui pouvait croire un jour, car après toutes ces lettres ouvertes, ces injures entre les deux, qui pouvaient un jour se réconcilier. Et je vous dis, cette réconciliation, selon moi, elle n'a pas été politique. C'était une réconciliation entre deux catégories. Aujourd'hui, Mouyambo ne se dit plus opposant, Moïse se dit opposant, mais ça reste des frères. C'est une très bonne réconciliation. Nous, au niveau de l'UDPS,
on a eu à assister à une réconciliation aussi naturelle entre deux frères de l'Empire Luba, le président, paix à son âme, Étienne Tshisekedi, et évidemment Kyungwa Koumanza. Et on ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, nous sommes, pour vous dire, quand on parle de réconciliation, aujourd'hui nous sommes encore une fois dans un long projet de réconciliation entre deux personnes, à savoir Joseph Kabila et le président élu Félix Tshisekedi. Nous avons commencé par une coalition politique qui certainement va s'écheminer par une réconciliation entre deux clans de l'Empire Luba, à savoir un Moulubakat et un Kassaïen. Donc j'encourage cette réconciliation, je veux qu'elle soit sincère, qu'on ne nous amène pas dans une réconciliation où c'est de la publicité politique pour faire de la récupération politique. Donc il est important que la réconciliation soit réellement sincère. Nous sommes pour cette réconciliation. Nous ne savons pas pourquoi ils se sont déchirés. Je crois que ce n'est plus important, mais le plus important que la réconciliation soit sincère. Je crois que vous avez posé une question et en même temps vous avez donné la réponse. Monsieur le journaliste, merci de m'avoir aidé. Mon grand frère Kazembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, je le remercie pour l'initiative, tant louable, mais encore une fois, je vous dirais que la politique nous rattrape toujours. Tout ce qu'on fait en politique, tout ce qu'on dit nous rattrape plus tard. Effectivement, je crois qu'il serait important, c'est l'occasion pour lui, de demander pardon à toutes ces divisions aussi ouvertes qu'il a eu à entreprendre sans l'avis des Katangais. D'ailleurs, vous avez vu les familles qui étaient obligées de laisser leurs enfants aller travailler à Tanganyika parce que Kazembe avait demandé à ce que ceux qui sont originaires du Haut-Katanga restent dans le Haut-Katanga pour travailler et ceux qui sont originaires de Tanganyika aillent dans le Tanganyika ou encore dans le Lualaba et le Lomami. Donc déjà là, c'était une division. Alors vous avez divisé les gens à travers leur profession et à travers leur appartenance clanique, provinciale. Aujourd'hui, vous réconciliez deux personnes. N'oubliez pas que ces deux personnes-là, parmi les deux, il y a un qui est du Haut-Katanga et un autre est du Tanganyika, n'est-ce pas? Donc, la politique l'a rattrapé. Et je crois qu'il est important qu'il, devant le peuple katangais ou le peuple congolais en général, qu'il puisse demander pardon avant d'entreprendre son opération. Que je loue, hein. Entre-temps, je le félicite pour l'idée. Et la situation de Kasumbalesa, liée à la situation aussi des motards, c'est une situation dont nous avons beaucoup discuté dans le parti. Nous comptons beaucoup, mais alors beaucoup de motards qui sont de l'UDPS. Ça, on ne peut pas le nier. Je ne dirais pas qu'à 100%, je dirais facilement à 70%. À 70%, nous avons beaucoup plus de motards qui sont UDPS, n'est-ce pas? C'est un élément que nous sommes en train d'essayer de gérer. Changer les mentalités des gens, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas facile, vous le savez vous-même. Et puis pour ce qui concerne Kasumbalesa, vous savez, je crois que vous avez été dans les universités. Moi-même, j'ai été étudiant à l'UNILU. Vous savez ce qu'on appelle les mouvements de masse. Vous savez ce qui s'est passé après Lititi Mboka. Lorsque il y a eu meurtre, on a découvert un corps non loin de l'UNILU. Comment les étudiants, dans leur mouvement de masse, se décident de tout casser. On ne peut pas encourager cela. Croyez-moi, on ne peut pas encourager cela. La Tunisie, à travers un monsieur qui s'est immolé, la Tunisie est allée en révolution. Ce sont les mouvements de masse. Lorsque dans un quartier à Lubumbashi, on trouve à la Katouba ou au Golfe, ou je ne sais pas moi, au Bel Air, c'est arrivé plusieurs fois, dans les communes reculées de la province du Haut-Katanga, on retrouve dans une famille, on a tué 2-3 personnes. Les mouvements de masse agissent. Le ras-le-bol. Les gens sortent dans la rue. Quand ils attrapent un policier, parce qu'aujourd'hui on condamne les policiers, on condamne les GR, c'est eux qui sont en train d'entrer dans les maisons des pénibles citoyens. On les brûle. Les mouvements de masse. Mais lorsqu'il s'agit
d'un UDPCien qui a été tué et que ces mouvements de masse-là agissent, les gens se plaignent. Je ne dis pas que nous sommes pour le fait que les militants de l'UDPS sautent dans la rue pour aller brûler la police. Non, on n'est pas d'accord avec ça. Et nous devons les éduquer pour éviter cela. La dernière fois, lorsque nous avions perdu nos 3 militants qui ont été jetés dans la rivière Lubumbashi, j'ai fait un communiqué, j'ai fait un meeting, j'ai dit à nos amis, nous ne savons pas les personnes qui tuent les nôtres. Mais est-ce que ces personnes-là ne le font pas pour vous amener à vous révolter? Et en vous révoltant, tout le monde va vous accuser des mauvais. Malheureusement, ce qui est arrivé à Kasumbalé, ça c'est la suite encore des 3 corps que nous avons retrouvés dans la rivière. L'UDPS est en train de perdre ses militants. Il faut se poser la question, pourquoi? Si nous allons dans le Bas-Congo, nous venons de perdre 2 artistes musiciens, ce sont des jumeaux. Brûlés vifs parce qu'ils sont de l'UDPS. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Que nous acclamions? Non, ça nous fait mal. Mais nous encore, nous sommes des hommes d'État. Je n'irai pas dans la route pour brûler les histoires. Mais le peuple, c'est autre chose. Nous demandons à ce peuple-là de se tranquilliser. Nous sommes en deuil, pleurons les nôtres, et ne donnons pas l'occasion aux gens de dire que nous sommes des ennemis de ce pays. Vous savez, nous sommes africains, il y a une colère de perdre un enfant. Surtout lorsque vous ne savez pas pourquoi on l'a tué. Et nous sommes en politique. Alors nous apaisons la population, nous apaisons aussi les militants de l'UDPS, nous leur demandons d'attendre le communiqué qui va venir de Kinshasa par rapport à l'enterrement de nos 3 amis, 4 plutôt, et ainsi que celui qui est mort dernièrement à Kasumbalé.